Honoré de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Où mènent les mauvais chemins? Partie 9 du livre audio. Vers 2 heures, Monsieur Camusot vit entrer Lucien de Rubempré, pâle, défait, les yeux rouges et gonflés, enfin dans un état d'affaissement qui lui permit de comparer la nature à l'art, le moribond vrai au moribond de théâtre. Le trajet fait de la conciergerie au cabinet du juge, entre deux gendarmes précédés d'un huissier, avait porté le désespoir à son comble chez Lucien. Il est dans l'esprit du poète de préférer un supplice à un jugement. En voyant cette nature entièrement dénuée du courage moral qui fait le juge et qui venait de se manifester si puissamment chez l'autre prévenu, Monsieur Camusot eut pitié de cette facile victoire, et ce mépris lui permit de porter des coups décisifs, en lui laissant cette affreuse liberté d'esprit qui distingue le tireur quand il s'agit d'abattre des poupées. « Remettez-vous, monsieur de Rubempré. Vous êtes en présence d'un magistrat empressé de réparer le mal que fait involontairement la justice par une arrestation préventive, quand elle est sans fondement. Je vous crois innocent. Vous allez être libre immédiatement. Voici la preuve de votre innocence. Une lettre gardée par votre portière en votre absence, et qu'elle vient d'apporter. Dans le trouble causé par la descente de la justice et par la nouvelle de votre arrestation à Fontainebleau, cette femme avait oublié cette lettre qui vient de mademoiselle Esther Gobseck. Lisez. Lucien prit la lettre, la lut et fondit en larmes. Il sanglota sans pouvoir articuler une parole. Après un quart d'heure, temps pendant lequel Lucien eut beaucoup de peine à retrouver de la force, le greffier lui présenta la copie de la lettre et le pria de signer un pour copie conforme à l'original à représenter à première réquisition, tant que durera l'instruction du procès, en lui offrant de collationner. Mais Lucien s'en rapporta naturellement à la parole de Coquart quant à l'exactitude. « Monsieur, dit le juge d'un air plein de bonhomie, il est néanmoins difficile de vous mettre en liberté sans avoir rempli nos formalités et sans vous avoir adressé quelques questions. C'est presque comme témoin que je vous requiers de répondre. À un homme comme vous, je croirais presque inutile de faire observer que le serment de dire toute la vérité n'est pas ici seulement un appel à votre conscience, mais encore une nécessité de votre position, ambiguë pour quelques instants. La vérité ne peut rien sur vous, quelle qu'elle soit. Mais le mensonge vous enverrait en cour d'assises et me forcerait à vous faire reconduire à la conciergerie. Tandis qu'en répondant franchement à mes questions, vous coucherez ce soir chez vous et vous serez réhabilité par cette nouvelle que publieront les journaux. Monsieur de Rubempré, arrêté hier à Fontainebleau, a été sur le champ élargi après un très court interrogatoire. » Ce discours produisit une vive impression sur Lucien. Et en voyant les dispositions de son prévenu, le juge ajouta « Je vous le répète, vous étiez soupçonné de complicité dans un meurtre par empoisonnement sur la personne de la demoiselle Esther. Il y a preuve de son suicide. Tout est dit. Mais on a soustrait une somme de 750 000 francs qui dépend de la succession, et vous êtes l'héritier. Il y a là malheureusement un crime. Ce crime a précédé la découverte du testament. Or, la justice a des raisons de croire qu'une personne qui vous aime, autant que vous aimez cette demoiselle Esther, s'est permis ce crime à votre profit. Ne m'interrompez pas, dit Camusot en imposant par un geste silence à Lucien qui voulait parler. Je ne vous interroge pas encore. Je veux vous faire bien comprendre combien votre honneur est intéressé dans cette question. Abandonnez le faux, le misérable point d'honneur qui lie entre eux les complices, et dites toute la vérité. On a dû déjà remarquer l'excessive disproportion des armes dans cette lutte entre les prévenus et les juges d'instruction. Certes, la négation habilement maniée a pour elle l'absolu de sa forme et suffit à la défense du criminel. Mais c'est en quelque sorte une panoplie qui devient écrasante quand le stylet de l'interrogation y trouve un joint.
Dès que la dénégation est insuffisante contre certains faits évidents, le prévenu se trouve entièrement à la discrétion du juge. Supposez maintenant un demi-criminel, comme Lucien, qui, sauvé d'un premier naufrage de sa vertu, pourrait s'amender et devenir utile à son pays. Il périra dans les traquenards de l'instruction. Le juge rédige un procès-verbal très sec, une analyse fidèle des questions et des réponses. Mais de ses discours insidieusement paternels, de ses remontrances captieuses dans le genre de celle-ci, rien n'en reste. Les juges de la juridiction supérieure et les jurés voient les résultats sans connaître les moyens. Aussi, selon quelques bons esprits, le jury serait-il excellent, comme en Angleterre, pour procéder à l'instruction. La France a joui de ce système pendant un certain temps. Sous le code de Brumaire en 4, cette institution s'appelait le jury d'accusation par opposition au jury de jugement. Quant au procès définitif, si l'on en revenait au jury d'accusation, il devrait être attribué aux cours royales, sans concours de jurés. Maintenant, dit Camusot, après une pause, comment vous appelez-vous ? Monsieur Coquart, attention, dit-il au greffier. Lucien Chardon, de Rubempré. Vous êtes né ? À Angoulême. Et Lucien donna le jour, le mois et l'année. Vous n'avez pas eu de patrimoine ? Aucun. Vous avez néanmoins fait, pendant un premier séjour à Paris, des dépenses considérables, relativement à votre peu de fortune ? Oui, monsieur. Mais, à cette époque, j'ai eu, dans mademoiselle Coralie, une amie excessivement dévouée, et que j'ai eu le malheur de perdre. Ce fut le chagrin causé par cette mort qui me ramena dans mon pays. Bien, monsieur, dit Camusot, je vous loue de votre franchise, elle sera bien appréciée. Lucien entrait, comme on le voit, dans la voie d'une confession générale. Vous avez fait des dépenses bien plus considérables encore à votre retour d'Angoulême à Paris, reprit Camusot. Vous avez vécu comme un homme qui aurait environ 60 000 francs de rente. Oui, monsieur. Qui vous fournissait cet argent ? Mon protecteur, l'abbé Carlos Herrera. Où l'avez-vous connu ? Je l'ai rencontré sur la grande route, au moment où j'allais me débarrasser de la vie par un suicide. Vous n'aviez jamais entendu parler de lui dans votre famille, à votre mère ? Jamais. Votre mère ne vous a jamais dit avoir rencontré d'Espagnols ? Jamais. Pouvez-vous rappeler le mois, l'année, où vous vous êtes lié avec la demoiselle Esther ? Vers la fin de 1823, à un petit théâtre du boulevard. Elle a commencé par vous coûter de l'argent. Oui, monsieur. Dernièrement, dans le désir d'épouser mademoiselle de Grandlieu, vous avez acheté les restes du château de Rubempré. Vous y avez joint des terres pour 1 million. Vous avez dit à la famille Grandlieu que votre sœur et votre beau-frère venaient de faire un héritage considérable et que vous deviez ces sommes à leur libéralité. Avez-vous dit cela, monsieur, à la famille Grandlieu ? Oui, monsieur. Vous ignorez la cause de la rupture de votre mariage ? Entièrement, monsieur. Eh bien, la famille de Grandlieu a envoyé chez votre beau-frère un des plus respectables avoués de Paris pour prendre des renseignements. À Angoulême, l'avoué, d'après les aveux mêmes de votre sœur et de votre beau-frère, a su que non seulement ils vous avaient prêté peu de choses, mais encore que leur héritage se composait d'immeubles, assez importants, il est vrai, mais la somme des capitaux s'élevait à peine à 200 000 francs. Vous ne devez pas trouver étrange qu'une famille comme celle de Grandlieu recule devant une fortune dont l'origine ne se justifie pas. Voilà, monsieur, où vous a conduit un mensonge. Lucien fut glacé par cette révélation, et le peu de force d'esprit qu'il conservait l'abandonna. La police et la justice savent tous ce qu'elles veulent savoir, dit Camusot. Songez bien à ceci. Maintenant, reprit-il, en pensant à la qualité de père que s'était donné Jacques Collin, connaissez-vous qui est ce prétendu Carlos Herrera ? Oui, monsieur, mais je l'ai su trop tard. Comment, trop tard ? Expliquez-vous. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un Espagnol, c'est... Un forçat évadé, dit vivement le juge. Oui, répondit Lucien. Quand le fatal secret me fut révélé,
J'étais son obligé. J'avais cru me lier avec un respectable ecclésiastique. « Jacques Collin, dit le juge en commençant une phrase. « Oui, Jacques Collin, répéta Lucien. C'est son nom. »« Bien, Jacques Collin, reprit M. Camusot, vient d'être reconnu tout à l'heure par une personne, et s'il nie encore son identité, c'est, je crois, dans votre intérêt. Mais je vous demandais si vous saviez qui cet homme était, dans le but de relever une autre imposture de Jacques Collin. » Lucien eut aussitôt comme un fer rouge dans les entrailles en entendant cette terrifiante observation. « Ignorez-vous, dit le juge en continuant, qu'il prétend être votre père pour justifier l'extraordinaire affection dont vous êtes l'objet ? Lui, mon père ? Oh, monsieur, il a dit cela. Soupçonnez-vous d'où provenaient les sommes qu'il vous remettait ? Car, s'il faut en croire la lettre que vous avez entre les mains, la demoiselle Esther, cette pauvre fille, vous aurait rendu plus tard les mêmes services que la demoiselle Coralie. Mais vous êtes resté, comme vous venez de le dire, pendant quelques années à vivre, et très splendidement, sans rien recevoir d'elle. « C'est à vous, monsieur, que je demanderai de me dire, s'écria Lucien, où les forçats puisent de l'argent. Un Jacques Collin, mon père, oh, ma pauvre mère !» Et il fondit en larmes. « Greffier, donnez lecture au prévenu de la partie de l'interrogatoire du prétendu Carlos Herrera, dans laquelle il s'est dit le père de Lucien de Rubempré. » Le poète écouta cette lecture dans un silence et dans une contenance qui fit peine à voir. « Je suis perdu, s'écria-t-il. « On ne se perd pas dans la voie de l'honneur et de la vérité, dit le juge. « Mais vous traduirez Jacques Collin en cour d'assises, demanda Lucien. « Certainement, répondit Camusot, qui voulut continuer à faire causer Lucien. « Achevez votre pensée. » Mais, malgré les efforts et les remontrances du juge, Lucien ne répondit plus. La réflexion était venue trop tard, comme chez tous les hommes qui sont esclaves de la sensation. Là est la différence entre le poète et l'homme d'action. L'un se livre au sentiment pour le reproduire en images vives, il ne juge qu'après, tandis que l'autre juge et sent à la fois. Lucien resta morne, pâle, il se voyait au fond du précipice où l'avait fait rouler le juge d'instruction à la bonhomie de qui, lui, poète, il s'était laissé prendre. Il venait de trahir non pas son bienfaiteur, mais son complice qui, lui, avait défendu leur position avec un courage de lion, avec une habileté tout d'une pièce. Là où Jacques Collin avait tout sauvé par son audace, Lucien, l'homme d'esprit, avait tout perdu par son inintelligence et par son défaut de réflexion. Ce mensonge infâme et qui l'indignait servait de paravent à une plus infâme vérité. Confondu par la subtilité du juge, épouvanté par sa cruelle adresse, par la rapidité des coups qu'il lui avait portés en se servant des fautes d'une vie mise à jour comme de crocs pour fouiller sa conscience, Lucien était là semblable à l'animal que le billot de l'abattoir a manqué. Libre et innocent, à son entrée dans ce cabinet, en 1 heure, il se trouvait criminel par ses propres aveux. Enfin, dernière raillerie sérieuse, le juge, calme et froid, faisait observer à Lucien que ces révélations étaient le fruit d'une méprise. Camusot pensait à la qualité de père prise par Jacques Collin, tandis que Lucien, tout entier à la crainte de voir son alliance avec un forçat évadé devenir publique, avait imité la célèbre inadvertance des meurtriers d'Ibicus. L'une des gloires de Royer-Collard est d'avoir proclamé le triomphe constant des sentiments naturels sur les sentiments imposés, d'avoir soutenu la cause de l'antériorité des serments en prétendant que la loi de l'hospitalité, par exemple, devait lier au point d'annuler la vertu du serment judiciaire. Il a confessé cette théorie à la face du monde, à la tribune française. Il a courageusement vanté les conspirateurs. Il a montré qu'il était humain d'obéir à l'amitié plutôt qu'à des lois tyranniques tirées de l'arsenal social pour telle ou telle circonstance. Enfin, le droit naturel a des lois qui n'ont jamais été promulguées et qui sont plus efficaces, mieux connues que celles forgées par la société. Lucien venait de méconnaître, et à son détriment,
la loi de solidarité qui l'obligeait à se taire et à laisser Jacques Collin se défendre. Bien plus, il l'avait chargé. Dans son intérêt, cet homme devait être pour lui et toujours Carlos Herrera. M. Camusot jouissait de son triomphe. Il tenait 2 coupables. Il avait abattu sous la main de la justice l'un des favoris de la mode et trouvé l'introuvable Jacques Collin. Il allait être proclamé l'un des plus habiles juges d'instruction. Aussi laissait-il son prévenu tranquille. Mais il étudiait ce silence de consternation. Il voyait les gouttes de sueur s'accroître sur ce visage décomposé, grossir et tomber enfin, mêlés à 2 ruisseaux de larmes. « Pourquoi pleurer, monsieur de Rubempré ? Vous êtes, comme je vous l'ai dit, l'héritier de mademoiselle Esther, qui n'avait pas d'héritier ni collatéraux ni directs, et sa succession monte à près de 8 millions, si l'on retrouve les 750 000 francs égarés. » Ce fut le dernier coup pour le coupable. De la tenue pendant 10 minutes, comme le disait Jacques Collin dans son billet, et Lucien atteignait au but de tous ses désirs. Il s'acquittait avec Jacques Collin, il s'en séparait, il devenait riche, il épousait mademoiselle de Grandlieu. Rien ne démontre plus éloquemment que cette scène la puissance dont sont armés les juges d'instruction par l'isolement ou par la séparation des prévenus, et le prix d'une communication comme celle qu'Asie avait faite à Jacques Collin. « Ah, monsieur, répondit Lucien avec l'amertume et l'ironie de l'homme qui se fait un piédestal de son malheur accompli. Comme on a raison de dire, dans votre langage, subir un interrogatoire. Entre la torture physique d'autrefois et la torture morale d'aujourd'hui, je n'hésiterai pas pour mon compte. Je préférerais les souffrances qu'infligeait jadis le bourreau. Que voulez-vous encore de moi ? Reprit-il avec fierté. Ici, monsieur, dit le magistrat, devenant rogue et narquois pour répondre à l'orgueil du poète. Moi seul ai le droit de poser des questions. J'avais le droit de ne pas répondre, dit en murmurant le pauvre Lucien, à qui son intelligence était revenue dans toute sa netteté. Greffier, lisez au prévenu son interrogatoire. Je redeviens un prévenu, se dit Lucien. Pendant que le commis lisait, Lucien prit une résolution qui l'obligeait à caresser M. Camusot. Quand le murmure de la voix de Coquart cessa, le poète eut le tressaillement d'un homme qui dort pendant un bruit auquel ses organes se sont accoutumés et qu'alors le silence surprend. « Vous avez à signer le procès-verbal de votre interrogatoire, dit le juge. « Et me mettez-vous en liberté ?» demanda Lucien, devenant ironique à son tour. « Pas encore, répondit Camusot, mais demain, après votre confrontation avec Jacques Collin, vous serez sans doute libre. La justice doit savoir maintenant si vous êtes ou non complice des crimes que peut avoir commis cet individu depuis son évasion, qui date de 1820. Néanmoins, vous n'êtes plus au secret. Je vais écrire au directeur de vous mettre dans la meilleure chambre de la Pistole. Y trouverai-je ce qu'il faut pour écrire ? On vous y fournira tout ce que vous demanderez. J'en ferai donner l'ordre par l'huissier qui va vous reconduire. » Lucien signa machinalement le procès-verbal, et il en parapha les renvois en obéissant aux indications de Coquart, avec la douceur de la victime résignée. Un seul détail en dira plus sur l'état où il se trouvait qu'une peinture minutieuse. L'annonce de sa confrontation avec Jacques Collin avait séché sur sa figure les gouttelettes de sueur. Ses yeux secs brillaient d'un éclat insupportable. Enfin, il devint, en un moment rapide comme l'éclair, ce qu'était Jacques Collin, un homme de bronze. Chez les gens dont le caractère ressemble à celui de Lucien et que Jacques Collin avait si bien analysé, ces passages subis d'un état de démoralisation complète à un état quasiment métallique, tant les forces humaines se tendent, sont les plus éclatants phénomènes de la vie des idées. La volonté revient, comme l'eau disparue d'une source. Elle s'infuse dans l'appareil préparé pour le jeu de sa substance constitutive inconnue. Et, alors, le cadavre se fait homme, et l'homme s'élance plein de force à des luttes suprêmes. Lucien mit la lettre d'Esther sur son cœur avec le portrait qu'elle lui avait renvoyé. Puis, il salua dédaigneusement M. Camusot et marcha d'un pas ferme dans les corridors entre 2 gendarmes. « C'est un profond scélérat, dit le juge à son greffier,
pour se venger du mépris écrasant que le poète venait de lui témoigner. Il a cru se sauver en livrant son complice. Des deux, dit Coquart timidement, le forçat est le plus corsé. Je vous rends votre liberté pour aujourd'hui, Coquart, dit le juge. En voilà bien assez. Renvoyez les gens qui attendent, en les prévenant de revenir demain. Ah, vous irez sur le champ chez monsieur le procureur général, savoir s'il est encore dans son cabinet. S'il y est, demandez un moment d'audience pour moi. Oh, il y sera, reprit-il, après avoir regardé l'heure à une méchante horloge en bois peint, en verre et à filet doré. Il est 4 heures moins un quart. Ces interrogations, qui se lisent si rapidement, étant entièrement écrites, les demandes aussi bien que les réponses prennent un temps énorme. C'est une des causes de la lenteur des instructions criminelles et de la durée des détentions préventives. Pour les petits, c'est la ruine. Pour les riches, c'est la honte. Car pour eux, un élargissement immédiat répare, autant qu'il peut être réparé, le malheur d'une arrestation. Voilà pourquoi les 2 scènes qui viennent d'être fidèlement reproduites avaient employé tout le temps consumé par Asie à déchiffrer les ordres du maître, à faire sortir une duchesse de son boudoir et à donner de l'énergie à madame de Sérisy. En ce moment, Camusot, qui songeait à tirer parti de son habileté, prit les 2 interrogatoires, les relut et se proposait de les montrer au procureur général en lui demandant son avis. Pendant la délibération à laquelle il se livrait, son huissier revint pour lui dire que le valet de chambre de madame la comtesse de Sérisy voulait absolument lui parler. Sur un signe de Camusot, un valet de chambre, vêtu comme un maître, entra, regarda l'huissier et le magistrat alternativement, et dit « C'est bien à monsieur Camusot que j'ai l'honneur ?» « Oui, répondirent le juge et l'huissier. Camusot prit une lettre que lui tendit le domestique et lut ce qui suit. « Dans bien des intérêts que vous comprendrez, mon cher Camusot, n'interrogez pas monsieur de Rubempré. Nous vous apportons les preuves de son innocence, afin qu'il soit immédiatement élargi. D. de Maufrigneuse, L. de Sérisy. P.S. Brûlez cette lettre devant le porteur. » Camusot comprit qu'il avait fait une énorme faute en tendant des pièges à Lucien, et il commença par obéir aux 2 grandes dames. Il alluma une bougie et détruisit la lettre écrite par la duchesse. Le valet de chambre salua respectueusement. « Madame de Sérisy va donc venir ?» demanda-t-il. « On attelait, » répondit le valet de chambre. En ce moment, Coquart vint apprendre à M. Camusot que le procureur général l'attendait. Sous le poids de la faute qu'il avait commise contre son ambition au profit de la justice, le juge, chez qui 7 ans d'exercice avaient développé la finesse dont est pourvu tout homme qui s'est mesuré avec des grisettes en faisant son droit, voulut avoir des armes contre le ressentiment des 2 grandes dames. La bougie à laquelle il avait brûlé la lettre étant encore allumée, il s'en servit pour cacheter les 30 billets de la duchesse de Maufrigneuse à Lucien et la correspondance assez volumineuse de madame de Sérisy. Puis il se rendit chez le procureur général. Le palais de justice est un amas confus de constructions superposées les unes aux autres, les unes pleines de grandeur, les autres mesquines, et qui se nuisent entre elles par un défaut d'ensemble. La salle des pas perdus est la plus grande des salles connues, mais sa nudité fait horreur et décourage les yeux. Cette vaste cathédrale de la chicane écrase la cour royale. Enfin, la galerie marchande mène à 2 cloaques. Dans cette galerie, on remarque un escalier à double rampe, un peu plus grand que celui de la police correctionnelle, et sous lequel s'ouvre une grande porte à 2 battants. L'escalier conduit à la cour d'assises, et la porte inférieure à une seconde cour d'assises. Il se rencontre des années où les crimes commis dans le département de la Seine exigent 2 sessions. C'est par là que se trouve le parquet du procureur général, la chambre des avocats, leur bibliothèque, les cabinets des avocats généraux, des substituts du procureur général. Tous ces locaux, car il faut se servir d'un terme générique, sont unis par de petits escaliers de moulins, par des corridors sombres qui sont la honte de l'architecture, celle de la ville de Paris et celle de la France. Dans ces intérieurs, la première de nos justices souveraines surpasse les prisons dans ce qu'elles ont de hideux. Le peintre de mœurs reculerait devant la nécessité de décrire l'ignoble couloir d'1 mètre de largeur où se tiennent les témoins à la cour d'assises supérieure.
Quant au poêle qui sert à chauffer la salle des séances, il déshonorerait un café du boulevard Montparnasse. Le cabinet du procureur général est pratiqué dans un pavillon octogone qui flanque le corps de la galerie marchande et pris récemment, par rapport à l'âge du palais, sur le terrain du Préau attenant au quartier des femmes. Toute cette partie du palais de justice est encombrée par les hautes et magnifiques constructions de la Sainte-Chapelle. Aussi est-ce sombre et silencieux. Monsieur de Granville, digne successeur des grands magistrats du vieux Parlement, n'avait pas voulu quitter le palais sans une solution dans l'affaire de Lucien. Il attendait des nouvelles de Camusot, et le message du juge le plongea dans cette rêverie involontaire que l'attente cause aux esprits les plus fermes. Il était assis dans l'embrasure de la croisée de son cabinet. Il se leva, se mit à marcher de long en long, car il avait trouvé le matin Camusot, sur le passage duquel il s'était mis, peu compréhensif. Il avait des inquiétudes vagues. Il souffrait. Voici pourquoi. La dignité de ses fonctions lui défendait d'attenter à l'indépendance absolue du magistrat inférieur, et il s'agissait dans ce procès de l'honneur, de la considération de son meilleur ami, de l'un de ses plus chauds protecteurs, le comte de Sérisy, ministre d'État, membre du Conseil privé, le vice-président du Conseil d'État, le futur chancelier de France, au cas où le noble vieillard qui remplissait ces augustes fonctions viendrait à mourir. Monsieur de Sérisy avait le malheur d'adorer sa femme, quand même. Il la couvrait toujours de sa protection. Or, le procureur général devinait bien l'affreux tapage que ferait, dans le monde et à la cour, la culpabilité d'un homme dont le nom avait été si souvent marié malignement à celui de la comtesse. « Ah !» se disait-il en se croisant les bras, « autrefois le pouvoir avait la ressource des évocations. Notre manie d'égalité, il n'osait pas dire de l'égalité, comme l'a courageusement avoué dernièrement un poète à la Chambre. Tuera ce temps-ci. » Ce digne magistrat connaissait l'entraînement et les malheurs des attachements illicites. Esther et Lucien avaient repris, comme on l'a vu, l'appartement où le comte de Granville avait vécu maritalement et secrètement avec mademoiselle de Bellefeuille, et d'où elle s'était enfuie un jour, enlevée par un misérable. Voir un double ménage, scène de la vie privée. Au moment où le procureur général se disait « Camusot nous aura fait quelque sottise », le juge d'instruction frappa 2 coups à la porte du cabinet. « Eh bien, mon cher Camusot, comment va l'affaire dont je vous parlais ce matin ?»« Mal, monsieur le comte. Lisez, et jugez-en vous-même. » Il tendit les 2 procès-verbaux des interrogatoires à monsieur de Granville, qui prit son lorgnon et alla lire dans l'embrasure de la croisée. Ce fut une lecture rapide. « Vous avez fait votre devoir, » dit le procureur général d'une voix émue. « Tout est dit, la justice aura son cours. Vous avez fait preuve de trop d'habileté pour qu'on se prive jamais d'un juge d'instruction tel que vous. Monsieur de Granville aurait dit à Camusot « Vous resterez pendant toute votre vie juge d'instruction », il n'aurait pas été plus explicite que dans sa phrase complimenteuse. Camusot eut froid dans les entrailles. « Madame la duchesse de Maufrigneuse, à qui je dois beaucoup, m'avait prié... »« Ah, la duchesse de Maufrigneuse, » dit Granville en interrompant le juge. « C'est vrai. Vous n'avez cédé, je le vois, à aucune influence. Vous avez bien fait, monsieur. Vous serez un grand magistrat. » En ce moment, le comte Octave de Beauvand ouvrit sans frapper et dit au comte de Granville « Mon cher, je t'amène une jolie femme qui ne savait où donner de la tête. Elle allait se perdre dans notre labyrinthe. » Et le comte Octave tenait par la main la comtesse de Sérisy. « Vous ici, madame ?» s'écria le procureur général en avançant son propre fauteuil. « Et dans quel moment ? Voici monsieur Camusot, madame, dit-il en montrant le juge. « Beauvand, reprit-il en s'adressant à cet illustre orateur ministériel de la Restauration, attends-moi chez le premier président, il est encore chez lui, je t'y rejoins. » Le comte Octave de Beauvand comprit que non seulement il était de trop, mais encore que le procureur général voulait avoir une raison de quitter son cabinet. Madame de Sérisy n'avait pas commis la faute de venir au palais dans son magnifique coupé à manteau bleu armorié, avec son cocher galonné et ses 2 valets en culottes courtes et en bas de soie blanc.
Au moment de partir, Asie avait envoyé chercher un fiacre. Asie avait également ordonné de faire cette toilette qui, pour les femmes, est ce qu'était autrefois le manteau couleur muraille pour les hommes. La comtesse portait une redingote brune, un vieux châle noir et un chapeau de velours, dont les fleurs arrachées avaient été remplacées par un voile de dentelle noire très épais. « Vous avez reçu notre lettre ?» dit-elle à Camusot, dont l'hébétement l'étonnait. « Trop tard, hélas, madame la comtesse, » répondit le juge qui n'avait de tact et d'esprit que dans son cabinet, contre ses prévenus. « Comment, trop tard ?» Elle regarda M. de Grandville et vit la consternation peinte sur sa figure. « Il ne peut pas être encore trop tard, » ajouta-t-elle avec une intonation de despote. Les femmes, les jolies femmes posées, comme l'était madame de Sérisy, sont les enfants gâtés de la civilisation française. Si les femmes des autres pays savaient ce qu'est à Paris une femme à la mode, riche et titrée, elles penseraient toutes à venir jouir de cette royauté magnifique. Les femmes vouées au seul lien de leur bienséance, à ce qu'il faut appeler le code femelle, se moquent des lois que les hommes ont faites. Elles disent tout, elles ne reculent devant aucune faute, aucune sottise, car elles ont toutes admirablement compris qu'elles ne sont responsables de rien, excepté de leur honneur féminin et de leurs enfants. Elles disent en riant les plus grandes énormités. À propos de tout, elles répètent le mot de la jolie madame de Beauvant dans les premiers temps de son mariage, à son mari qu'elle était venue chercher au palais. « Dépêche-toi de juger, et viens. »« Madame, dit le procureur général, Monsieur Lucien de Rubempré n'est coupable ni de vol ni d'empoisonnement. Mais Monsieur Camusot lui a fait avouer un crime plus grand que cela. »« Quoi ?» demanda-t-elle. « Il s'est reconnu, lui dit le procureur général à l'oreille. L'ami, l'élève d'un forçat évadé, l'abbé Carlos Herrera, cet Espagnol qui demeurait depuis environ 7 ans avec lui, serait le fameux Jacques Collin. » Madame de Sérisy recevait autant de coups de barre de fer que le magistrat disait de paroles. « Et la morale de ceci ?» dit-elle. « Est, reprit M. de Grandville en continuant la phrase de la comtesse et en parlant à voix basse, que le forçat sera traduit aux assises, et que si Lucien n'y comparaît pas à ses côtés, comme ayant profité sciemment des vols de cet homme, il y viendra comme témoin gravement compromis. »« Ah ça, jamais !» s'écria-t-elle tout haut avec une incroyable fermeté. « Quant à moi, je n'hésiterai pas entre la mort et la perspective de voir un homme que le monde a regardé comme mon meilleur ami. Déclarer judiciairement le camarade d'un forçat. Le roi aime beaucoup mon mari. » « Madame, dit en souriant et à haute voix le procureur général, le roi n'a pas le moindre pouvoir sur le plus petit juge d'instruction de son royaume. Là est la grandeur de nos institutions nouvelles. Moi-même, je viens de féliciter M. Camusot de son habileté. »« De sa maladresse, reprit vivement la comtesse, que les accointances de Lucien avec un bandit inquiétaient bien moins que sa liaison avec Esther. Si vous lisiez les interrogatoires que M. Camusot a fait subir aux 2 prévenus, vous verriez que tout dépend de lui. » Après cette phrase, la seule que le procureur général pouvait se permettre, et après un regard d'une finesse féminine, il se dirigea vers la porte de son cabinet. Puis il ajouta sur le seuil en se retournant. « Pardonnez-moi, madame, j'ai 2 mots à dire à Beauvant. » Ceci, dans le langage du monde, signifiait pour la comtesse « Je ne peux pas être témoin de ce qui va se passer entre vous et Camusot. »« Qu'est-ce que c'est que ces interrogatoires ?» dit alors Léontine avec douceur à Camusot, resté tout penaud devant la femme d'un des plus grands personnages de l'État. « Madame, répondit Camusot, un greffier met par écrit les demandes du juge et les réponses des prévenus. Le procès-verbal est signé par le greffier, par le juge et par les prévenus. Ces procès-verbaux sont les éléments de la procédure. Ils déterminent l'accusation et le renvoi des accusés devant la cour d'assises. »« Eh bien, reprit-elle, si l'on supprimait ces interrogatoires ?»« Ah, madame, ce serait un crime pour le magistrat. »« C'est un crime bien plus grand de les avoir écrits. Mais, en ce moment, c'est la seule preuve contre Lucien. Voyons, lisez-moi son interrogatoire, afin de savoir s'il nous reste quelque moyen de nous sauver tous. Il ne s'agit pas seulement de moi, qui me donnerait froidement la mort.
il s'agit aussi du bonheur de monsieur de Sérisy. Madame, dit Camusot, ne croyez pas que j'ai oublié les égards que je vous devais. Et si monsieur Popinot, par exemple, avait été commis à cette instruction, vous eussiez été plus malheureuse que vous ne l'êtes avec moi. Tenez, madame, on a tout saisi chez monsieur Lucien, même vos lettres. Oh, mes lettres! Les voici, cachetées, dit le magistrat. La comtesse, dans son trouble, sonna comme si elle eût été chez elle, et le garçon de bureau du procureur général entra. « De la lumière, dit-elle. » Le garçon alluma une bougie et la mit sur la cheminée, pendant que la comtesse reconnaissait ses lettres, les comptait, les chiffonnait et les jetait dans le foyer. Bientôt, la comtesse mit le feu en se servant de la dernière lettre tortillée comme d'une torche. Camusot regardait flamber les papiers, assez niaisement, en tenant à la main ses 2 procès-verbaux. La comtesse, qui paraissait uniquement occupée d'anéantir les preuves de sa tendresse, observait le juge du coin de l'œil. Elle prit son temps, elle calcula ses mouvements, et, avec une agilité de chatte, elle saisit les 2 interrogatoires et les lança dans le feu. Mais Camusot les y reprit. La comtesse s'élança sur le juge et ressaisit les papiers enflammés. Il s'ensuivit une lutte pendant laquelle Camusot criait « Madame, madame, vous attentez à madame !» Un homme s'élança dans le cabinet, et la comtesse ne put retenir un cri en reconnaissant le comte de Sérisy, suivi de messieurs de Granville et de Beauvand. Néanmoins, Léontine, qui voulait sauver à tout prix Lucien, ne lâchait point les terribles papiers timbrés qu'elle tenait avec une force de tenaille, quoique la flamme eût déjà produit sur sa peau délicate l'effet des moxas. Enfin, Camusot, dont les doigts étaient également atteints par le feu, parut avoir honte de cette situation. Il abandonna les papiers. Il n'en restait plus que la portion serrée par les mains des 2 lutteurs, et que le feu n'avait pu mordre. Cette scène s'était passée en un laps de temps moins considérable que le moment d'en lire le récit. « De quoi pouvait-il s'agir entre vous et madame de Sérisy ?» demanda le ministre d'État à Camusot. Avant que le juge ne répondît, la comtesse alla présenter les papiers à la bougie et les jeta sur les fragments de ses lettres que le feu n'avait pas entièrement consumés. « J'aurais, dit Camusot, à porter plainte contre madame la comtesse. » « Et qu'a-t-elle fait ?» demanda le procureur général en regardant alternativement la comtesse et le juge. « J'ai brûlé les interrogatoires, » répondit en riant la femme à la mode, si heureuse de son coup de tête qu'elle ne sentait pas encore ses brûlures. « Si c'est un crime, eh bien, monsieur peut recommencer ses affreux gribouillages. »« C'est vrai, » répondit Camusot en essayant de retrouver sa dignité. « Eh bien, tout est pour le mieux, » dit le procureur général. Mais, chère comtesse, il ne faudrait pas prendre souvent de pareilles libertés avec la magistrature. Elle pourrait ne pas voir qui vous êtes. Monsieur Camusot résistait bravement à une femme à qui rien ne résiste. L'honneur de la robe est sauvé, dit en riant le comte de Beauvand. Ah, monsieur Camusot résistait, dit en riant le procureur général. Il est très fort. En ce moment, ce grave attentat devint une plaisanterie de jolie femme, et dont riait Camusot lui-même. Le procureur général aperçut alors un homme qui ne riait pas. Justement effrayé par l'attitude et la physionomie du comte de Sérisy, M. de Granville le prit à part. « Mon ami, lui dit-il à l'oreille, ta douleur me décide à transiger pour la première et seule fois de ma vie avec mon devoir. » Le magistrat sonna, son garçon de bureau vint. « Allez au bureau de la Gazette des tribunaux, dire à maître Massol de venir, s'il s'y trouve. »« Mon cher maître, reprit le procureur général en attirant Camusot dans l'embrasure de la croisée, allez dans votre cabinet, refaites avec un greffier l'interrogatoire de l'abbé Carlos Herrera qui, n'étant pas signé de lui, peut se recommencer sans inconvénient. Vous confronterez demain ce diplomate espagnol avec messieurs de Rastignac et Bianchon, qui ne reconnaîtront pas en lui notre Jacques Collin. Sûr de sa mise en liberté, l'abbé signera les interrogatoires. Mettez dès ce soir en liberté Lucien de Rubempré. Certes, ce n'est pas lui qui parlera de l'interrogatoire dont le procès-verbal est supprimé. La Gazette des tribunaux annoncera demain la mise en liberté immédiate de ce jeune homme. Maintenant, voyons si la justice souffre de ces mesures. Si l'Espagnol est le forçat,
nous avons 1000 moyens de le reprendre, de lui faire son procès, car nous allons éclaircir diplomatiquement sa conduite en Espagne. Corentin est là. Pouvons-nous tuer le comte, la comtesse de Sérisy, Lucien, pour un vol de 750 000 francs, encore hypothétique et commis d'ailleurs au préjudice de Lucien? Ne vaut-il pas mieux lui laisser perdre cette somme que le perdre de réputation? Surtout quand il entraîne dans sa chute un ministre d'État, sa femme et la duchesse de Maufrigneuse. Ce jeune homme est une orange tachée, ne la pourrissez pas. Ceci est l'affaire d'une demi-heure. Allez, nous vous attendons. Il est 4h30. Vous trouverez encore des juges. Avertissez-moi si vous pouvez avoir une ordonnance de non-lieu en règle. Ou bien Lucien attendra jusqu'à demain matin. Camusot sortit après avoir salué. Mais madame de Sérisy, qui sentait alors vivement les atteintes du feu, ne lui rendit pas son salut. Monsieur de Sérisy, qui s'était élancé subitement hors du cabinet pendant que le procureur général parlait au juge, revint alors avec un petit pot de cire vierge et pansa les mains de sa femme en lui disant à l'oreille « Léontine, pourquoi venir ici sans me prévenir ?»« Pauvre amie, lui répondit-elle à l'oreille, pardonnez-moi, je parais folle, mais il s'agissait de vous autant que de moi. Aimez ce jeune homme, si la fatalité le veut, mais ne laissez pas tant voir votre passion, répondit le pauvre mari. Allons, chère comtesse, dit M. de Grandville, après avoir causé pendant quelque temps avec le comte Octave. J'espère que vous emmènerez M. de Rubempré dîner chez vous ce soir. Cette quasi-promesse produisit une telle réaction sur madame de Sérisy qu'elle pleura. « Je croyais ne plus avoir de larmes, dit-elle en souriant. Ne pourriez-vous pas, reprit-elle, faire attendre ici M. de Rubempré ? Je vais tâcher de trouver des huissiers pour nous l'amener, afin d'éviter qu'il soit accompagné de gendarmes, répondit M. de Grandville. Vous êtes bon comme Dieu, répondit-elle au procureur général, avec une effusion qui rendit sa voix une musique divine. C'est toujours ces femmes-là, se dit le comte Octave, qui sont délicieuses, irrésistibles. Et il eut un accès de mélancolie en pensant à sa femme. Voir Honorine, scène de la vie privée. Pendant que jolies femmes, ministres, magistrats, conspiraient tous pour sauver Lucien, voici ce qui se passait à la conciergerie. En passant par le guichet, Lucien avait dit au greffe que M. Camusot lui permettait d'écrire, et il demanda des plumes, de l'encre et du papier, qu'un surveillant eut aussitôt l'ordre de lui porter sur un mot dit à l'oreille du directeur par l'huissier de Camusot. Pendant le peu de temps que le surveillant mit à chercher et à monter chez Lucien ce qu'il attendait, ce pauvre jeune homme, à qui l'idée de sa confrontation avec Jacques Collin était insupportable, tomba dans une de ces méditations fatales où l'idée du suicide, à laquelle il avait déjà cédé sans avoir pu l'accomplir, arrive à la manie. Selon quelques grands médecins aliénistes, le suicide, chez certaines organisations, est la terminaison d'une aliénation mentale. Or, depuis son arrestation, Lucien en avait fait une idée fixe. La lettre d'Esther, relue plusieurs fois, augmenta l'intensité de son désir de mourir en lui remettant en mémoire le dénouement de Roméo rejoignant Juliette. Voici ce qu'il écrivit. « Ceci est mon testament. À la conciergerie, ce 15 mai 1830. Je, sous-signé, donne et lègue aux enfants de ma sœur, Madame Ève Chardon, femme de David Séchard, ancien imprimeur à Angoulême, et de Monsieur David Séchard, la totalité des biens meubles et immeubles qui m'appartiendront au jour de mon décès, déduction faite des paiements et des legs que je prie mon exécuteur testamentaire d'accomplir. Je supplie Monsieur de Sérisy d'accepter la charge d'être mon exécuteur testamentaire. Il sera payé 1. à Monsieur l'abbé Carlos Herrera, la somme de 300 000 francs, 2. à Monsieur le baron de Nuncingen, celle de 1400 000 francs qui sera réduite de 750 000 francs si les sommes soustraites chez mademoiselle Esther se retrouvent. Je donne et lègue, comme héritier de mademoiselle Esther Gobseck, une somme de 760 000 francs aux hospices de Paris pour fonder un asile, spécialement consacré aux filles publiques qui voudront quitter leur carrière de vice et de perdition. En outre, je lègue aux hospices la somme nécessaire à l'achat d'une inscription de rente de 30 000 francs en 5%. Les intérêts annuels seront employés par chaque semestre
à la délivrance des prisonniers pour dettes dont les créances s'élèveront au maximum à 2000 francs. Les administrateurs des hospices choisiront parmi les plus honorables des détenus pour dettes. Je prie M. de Sérisy de consacrer une somme de 40 000 francs à un monument à élever au cimetière de l'Est à mademoiselle Esther, et je demande à être inhumé auprès d'elle. Cette tombe devra être faite comme les anciens tombeaux. Elle sera carrée. Nos 2 statues en marbre blanc seront couchées sur le couvercle, les têtes appuyées sur des coussins, les mains jointes et levées vers le ciel. Cette tombe n'aura pas d'inscription. Je prie monsieur le comte de Sérisy de remettre à monsieur Eugène de Rastignac la toilette en or qui se trouve chez moi, comme souvenir. Enfin, à ce titre, je prie mon exécuteur testamentaire d'agréer le don que je lui fais de ma bibliothèque. Lucien Chardon de Rubempré. Ce testament fut enveloppé dans une lettre adressée à monsieur le comte de Granville, procureur général de la cour royale de Paris, et ainsi conçu. Monsieur le comte, je vous confie mon testament. Quand vous aurez déplié cette lettre, je ne serai plus. Dans le désir de recouvrer ma liberté, j'ai répondu si lâchement à des interrogations captieuses de M. Camusot que, malgré mon innocence, je puis être mêlé dans un procès infâme. En me supposant acquitté, sans blâme, la vie serait encore impossible pour moi, d'après les susceptibilités du monde. Remettez, je vous prie, la lettre ci incluse à l'abbé Carlos Herrera sans l'ouvrir, et faites parvenir à M. Camusot la rétractation en forme que je joins sous ce pli. Je ne pense pas qu'on ose attenter au cachet d'un paquet qui vous est destiné. Dans cette confiance, je vous dis adieu, vous offrant pour la dernière fois mes respects, et vous priant de croire qu'en vous écrivant, je vous donne une marque de ma reconnaissance pour toutes les bontés que vous avez eues pour votre serviteur, Lucien de R. À l'abbé Carlos Herrera. Mon cher abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de vous, et je vous ai trahi. Cette ingratitude involontaire me tue, et quand vous lirez ces lignes, je n'existerai plus. Vous ne serez plus là pour me sauver. Vous m'aviez donné pleinement le droit, si j'y trouvais un avantage, de vous perdre en vous jetant à terre comme un bout de cigare. Mais j'ai disposé de vous sottement. Pour sortir d'embarras, séduit par une captieuse demande du juge d'instruction, votre fils spirituel, celui que vous aviez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous assassiner à tout prix, en voulant faire croire à une identité que je sais impossible entre vous et un scélérat français. Tout est dit. Entre un homme de votre puissance et moi, de qui vous avez voulu faire un personnage plus grand que je ne pouvais l'être, il ne saurait y avoir de niaiseries échangées au moment d'une séparation suprême. Vous avez voulu me faire puissant et glorieux, vous m'avez précipité dans les abîmes du suicide, voilà tout. Il y a longtemps que je voyais venir le vertige pour moi. Il y a la postérité de Caïn et celle d'Abel, comme vous disiez quelquefois. Caïn, dans le grand drame de l'humanité, c'est l'opposition. Vous descendez d'Adam par cette ligne en qui le diable a continué de souffler le feu dont la première étincelle avait été jetée sur Ève. Parmi les démons de cette filiation, il s'en trouve, de temps en temps, de terribles, à organisation vaste, qui résument toutes les forces humaines et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du désert dont la vie exige les espaces immenses qu'ils y trouvent. Ces gens-là sont dangereux dans la société, comme les lions le seraient en pleine Normandie. Il leur faut une pâture, ils dévorent les hommes vulgaires et broutent les écus des niais. Leurs jeux sont si périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble chien dont ils se sont fait un compagnon, une idole. Quand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne, Robespierre ou Napoléon. Mais quand ils laissent rouiller au fond de l'océan d'une génération ces instruments gigantesques, ils ne sont plus que Pogatchev, Fouché, Louvel et l'abbé Carlos Herrera. Doué d'un immense pouvoir sur les âmes tendres, il les attire et les broie. C'est grand, c'est beau dans son genre. C'est la plante vénéneuse aux riches couleurs qui fascine les enfants dans les bois. C'est la poésie du mal. Des hommes, comme vous autres, doivent habiter des antres et n'en pas sortir. Tu m'as fait vivre de cette vie gigantesque, et j'ai bien mon compte de l'existence.
Ainsi, je puis retirer ma tête des nœuds gordiens de ta politique pour la donner aux nœuds coulants de ma cravate. Pour réparer ma faute, je transmets au procureur général une rétractation de mon interrogatoire. Vous verrez à tirer parti de cette pièce. Par le vœu d'un testament en bonne forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes appartenant à votre ordre, desquelles vous avez disposé très imprudemment pour moi, par suite de la paternelle tendresse que vous m'avez portée. Adieu donc, adieu, grandiose statue du mal et de la corruption. Adieu, vous qui, dans la bonne voie, eussiez été plus que Ximénès, plus que Richelieu. Vous avez tenu vos promesses. Je me retrouve au bord de la Charente, après vous avoir dû les enchantements d'un rêve. Mais, malheureusement, ce n'est plus la rivière de mon pays où j'allais noyer les peccadilles de la jeunesse. C'est la Seine, et mon trou, c'est un cabanon de la conciergerie. Ne me regrettez pas, mon mépris pour vous était égal à mon admiration. Lucien. Déclaration. Je sous-signais, déclare rétracter entièrement ce que contient l'interrogatoire que m'a fait subir aujourd'hui M. Camusot. L'abbé Carlos Herrera se disait ordinairement mon père spirituel, et j'ai dû me tromper à ce mot pris dans un autre sens par le juge, sans doute par erreur. Je sais que, dans un but politique et pour anéantir des secrets qui concernent les cabinets d'Espagne et des Tuileries, des agents obscurs de la diplomatie essayent de faire passer l'abbé Carlos Herrera pour un forçat nommé Jacques Collin, mais l'abbé Carlos Herrera ne m'a jamais fait d'autre confidence à cet égard que celle de ses efforts pour se procurer les preuves du décès ou de l'existence de ce Jacques Collin. À la conciergerie, ce 15 mai 1830. Lucien de Rubempré. La fièvre du suicide communiquait à Lucien une grande lucidité d'idées et cette activité de main que connaissent les auteurs en proie à la fièvre de la composition. Ce mouvement fut tel chez lui que ces 4 pièces furent écrites dans l'espace d'une demi-heure. Il en fit un paquet, le ferma par des pains à cacheter, y mit, avec la force que donne le délire, l'empreinte d'un cachet à ses armes qu'il avait au doigt, et il le plaça très visiblement au milieu du plancher, sur le carreau. Certes, il était difficile de porter plus de dignité dans la situation fausse où tant d'infamie avait plongé Lucien. Il sauvait sa mémoire de tout opprobre, et il réparait le mal fait à son complice autant que l'esprit du dandy pouvait annuler les effets de la confiance du poète. Si Lucien avait été placé dans un des cabanons des secrets, il se serait heurté contre l'impossibilité d'y accomplir son dessein, car ces boîtes en pierre de taille n'ont pour mobilier qu'une espèce de lit de camp et un baquet destiné à d'impérieux besoins. Il ne s'y trouve pas un clou, pas une chaise, pas même un escabeau. Le lit de camp est si solidement scellé qu'il est impossible de le déplacer sans un travail dont s'apercevrait facilement le surveillant, car le judas en fer est toujours ouvert. Enfin, lorsque le prévenu donne des craintes, il est surveillé par un gendarme ou par un agent. Dans les chambres de la Pistole, et dans celle où Lucien avait été mis par suite des égards que le juge voulut témoigner à un jeune homme appartenant à la haute société parisienne, le lit mobile, la table et la chaise peuvent donc servir à l'exécution d'un suicide, sans néanmoins le rendre facile. Lucien portait une longue cravate noire en soie, et, en revenant de l'instruction, il songeait déjà à la manière dont Pichegru s'était, plus ou moins volontairement, donné la mort. Mais pour se pendre, il faut trouver un point d'appui et un espace assez considérable entre le corps et le sol pour que les pieds ne rencontrent rien. Or, la fenêtre de sa cellule donnant sur le préau n'avait point d'espagnolette, et les barreaux de fer scellés à l'extérieur, étant séparés de Lucien par l'épaisseur de la muraille, ne lui permettaient pas d'y prendre un point d'appui. Voici le plan que sa faculté d'invention suggéra rapidement à Lucien pour consommer son suicide. Si la hotte appliquée à la baie ôtait à Lucien la vue du préau, cette hotte empêchait également les surveillants de voir ce qui se passait dans sa cellule. Or, si dans la partie inférieure de la fenêtre, les vitres avaient été remplacées par 2 fortes planches, la partie supérieure conservait, dans chaque moitié, de petites vitres séparées et maintenues par les traverses qui les encadrent. En montant sur sa table, Lucien pouvait atteindre à la partie vitrée de sa fenêtre, en détacher 2 verres ou les casser, de manière à trouver dans le coin de la première traverse un point d'appui solide.
Il se proposait d'y passer sa cravate, de faire sur lui-même une révolution pour la serrer autour de son cou, après l'avoir bien nouée, et de repousser la table loin de lui d'un coup de pied. Donc, il approcha la table de la fenêtre sans faire de bruit. Il quitta sa redingote et son gilet. Puis il monta sur la table sans aucune hésitation pour trouer 2 vitres par-dessus et au-dessous du premier bâton. Quand il fut sur la table, il put alors jeter les yeux sur le préau, spectacle magique qu'il entrevit pour la première fois. Le directeur de la conciergerie, ayant reçu de M. Camusot la recommandation d'agir avec les plus grands égards avec Lucien, l'avait fait conduire, comme on l'a vu, par les communications intérieures de la conciergerie dont l'entrée est dans le souterrain obscur qui fait face à la tour d'argent, en évitant ainsi de montrer un jeune homme élégant à la foule des accusés qui se promènent dans le préau. On va juger si l'aspect de ce promenoir est de nature à saisir vivement une âme de poète. Le préau de la conciergerie est borné sur le quai par la tour d'argent et par la tour Bonbec. Or, l'espace qui les sépare indique parfaitement au dehors la largeur du préau. La galerie, dite de Saint-Louis, qui mène de la galerie marchande à la cour de cassation et à la tour Bonbec, où se trouve encore, dit-on, le cabinet de Saint-Louis, peut donner aux curieux la mesure de la longueur du préau, car elle en répète la dimension. Les secrets et les pistoles se trouvent donc sous la galerie marchande. Aussi, la reine Marie-Antoinette, dont le cachot est sous les secrets actuels, était-elle conduite au tribunal révolutionnaire, qui tenait ses séances dans le local de l'audience solennelle de la cour de cassation, par un escalier formidable pratiqué dans l'épaisseur des murs qui soutiennent la galerie marchande et aujourd'hui condamnée. L'un des côtés du préau, celui dont le premier étage est occupé par la galerie de Saint-Louis, présente au regard une enfilade de colonnes gothiques, entre lesquelles les architectes, de je ne sais quelle époque, ont pratiqué 2 étages de cabanons pour loger le plus d'accusés possible, en empâtant de plâtre, de grilles et de scellements les chapiteaux, les ogives et les fûts de cette galerie magnifique. Sous le cabinet, dit de Saint-Louis, dans la tour Bonbec, tourne un escalier en colimaçon qui mène à ces cabanons. Cette prostitution des plus grands souvenirs de la France est d'un effet hideux. À la hauteur où Lucien se trouvait, son regard prenait en écharpe cette galerie et les détails du corps de logis qui réunit la tour d'argent à la tour Bonbec. Il voyait les toits pointus des 2 tours. Il resta tout ébahi. Son suicide fut retardé par son admiration. Aujourd'hui, les phénomènes de l'hallucination sont si bien admis par la médecine que ce mirage de nos sens, cette étrange faculté de notre esprit n'est plus contestable. L'homme, sous la pression d'un sentiment arrivé au point d'être une monomanie à cause de son intensité, se trouve souvent dans la situation où le plonge l'opium, le haschisch et le protoxyde d'azote. Alors apparaissent les spectres, les fantômes, alors les rêves prennent du corps. Les choses détruites revivent dans leurs conditions premières. Ce qui dans le cerveau n'était qu'une idée devient une créature animée. La science en est à croire aujourd'hui que, sous l'effort des passions, à leur paroxysme, le cerveau s'injecte de sang et que cette congestion produit les jeux effrayants du rêve dans l'état de veille, tant on répugne à considérer. Voyez Louis Lambert, Études philosophiques. Tant on répugne à considérer la pensée comme une force vive. Lucien vit le palais dans toute sa beauté primitive. La colonnade fut svelte, jeune, fraîche. La demeure de Saint-Louis reparut telle qu'elle fut. Il en admirait les proportions babyloniennes et les fantaisies orientales. Il accepta cette vue sublime comme un poétique adieu de la création civilisée. En prenant ses mesures pour mourir, il se demandait comment cette merveille existait, inconnue, dans Paris. Il était 2 Luciens, un Lucien poète en promenade dans le Moyen-Âge, sous les arcades et sous les tourelles de Saint-Louis, et un Lucien apprêtant son suicide. Au moment où M. de Grandville sortit de son cabinet, le directeur de la conciergerie y entrait, et l'expression de cette physionomie était telle que le procureur général rentra. D'ailleurs, le directeur avait à la main un paquet et lui disait « Voici, monsieur, un paquet de lettres pour vous qui vient d'un prévenu dont le triste sort m'amène. »« Serait-ce monsieur Lucien de Rubempré ?» demanda monsieur de Grandville, saisi par une angoisse affreuse. «
Oui, monsieur, le surveillant du préau a entendu un bruit de carreaux cassés à la pistole, et le voisin de monsieur Lucien a jeté des cris perçants, car il entendait l'agonie de ce pauvre jeune homme. Le surveillant est revenu pâle du spectacle qui s'est offert à ses yeux. Il a vu le prévenu pendu à la croisée, au moyen de sa cravate. Quoique le directeur parlât à voix basse, le cri terrible que poussa madame de Sérizy prouva que, dans les circonstances suprêmes, nos organes ont une puissance incalculée. La comtesse entendit ou devina, mais avant que M. de Granville se fût retourné, sans que ni M. de Sérizy ni M. de Beauvant pussent s'opposer à des mouvements si rapides, elle fila, comme un trait, par la porte, et parvint à la galerie marchande où elle courut jusqu'à l'escalier qui descend à la rue de la Barillerie. Un avocat déposait sa robe à la porte d'une de ces boutiques qui pendant si longtemps encombrèrent cette galerie où l'on vendait des chaussures, où l'on louait des robes et des toques. La comtesse demanda le chemin dans la conciergerie. « Descendez et tournez à gauche. L'entrée est sur le quai de l'Horloge, la première arcade. »« Cette femme est folle, » dit la marchande. « Il faudrait la suivre. » Personne n'aurait pu suivre Léontine. Elle volait. Un médecin expliquerait comment ces femmes du monde, dont la force est sans emploi, trouvent dans les crises de la vie de telles ressources. Elle se précipita par l'arcade vers le guichet avec tant de célérité que le gendarme en faction ne la vit pas entrer. Elle s'abattit comme une plume poussée par un vent furieux à la grille. Elle en secoua les barres de fer avec tant de fureur qu'elle arracha celle qu'elle avait saisie. Elle s'enfonça les 2 morceaux sur la poitrine, d'où le sang jaillit, et elle tomba, criant « Ouvrez! Ouvrez !» d'une voix qui glaça les surveillants. Le porte-clés accourut. « Ouvrez! Je suis envoyé par le procureur général pour sauver le mort !» Pendant que la comtesse faisait le tour par la rue de la Barillerie et par le quai de l'Horloge, M. de Granville et M. de Sérizy descendaient à la conciergerie par l'intérieur du palais en devinant l'intention de la comtesse. Mais, malgré leur diligence, ils arrivèrent au moment où elle tombait évanouie à la première grille et qu'elle était relevée par les gendarmes descendus de leur corps de garde. À l'aspect du directeur de la conciergerie, on ouvrit le guichet, on transporta la comtesse dans le greffe. Mais elle se dressa sur ses pieds et tomba sur ses genoux en joignant les mains. « Le voir! Le voir! Oh, messieurs, je ne ferai pas de mal. Mais si vous ne voulez pas me voir mourir là, laissez-moi regarder Lucien, mort ou vivant. Ah, tu es là, mon ami. Choisis. Entre ma mort ou... » Elle s'affaissa. « Tu es bon, » reprit-elle. « Je t'aimerai. »« Emportons-la, » dit M. de Beauvant. « Non. Allons à la cellule où est Lucien, » reprit M. de Granville en lisant dans les yeux égarés de M. de Sérizy ses intentions. Et il saisit la comtesse, la releva, la prit sous un bras, tandis que M. de Beauvant la prenait sous l'autre. « Monsieur, » dit M. de Sérizy au directeur, « un silence de mort sur tout ceci. »« Soyez tranquille, » répondit le directeur. « Vous avez pris un bon parti. Cette dame, c'est ma femme. »« Ah, pardon, monsieur. » « Eh bien, elle s'évanouira certainement en voyant le jeune homme, et pendant son évanouissement, on pourra l'emporter dans une voiture. »« C'est ce que j'ai pensé, » dit le comte. « Envoyez un de vos hommes dire à mes gens, cour de Harlay, de venir au guichet. Il n'y a que ma voiture là. »« Nous pouvons le sauver, » disait la comtesse en marchant avec un courage et une force qui surprirent ses gardes. « Il y a des moyens de rendre à la vie. » Et elle entraînait les 2 magistrats en criant aux surveillants. « Allez donc, allez plus vite, une seconde vaut la vie de 3 personnes. » Quand la porte de la cellule fut ouverte et que la comtesse aperçut Lucien pendu, comme si ses vêtements eussent été mis à un porte-manteau, d'abord, elle fit un bond vers lui pour l'embrasser et le saisir. Mais elle tomba la face sur le carreau de la cellule en jetant des cris étouffés par une sorte de râle. 5 minutes après, elle était emportée par la voiture du comte vers son hôtel, couchée en long sur un coussin, son mari à genoux devant elle. Le comte de Beauvant était allé chercher un médecin pour porter les premiers secours à la comtesse. Le directeur de la conciergerie examinait la grille extérieure du guichet et disait à son greffier « On n'a rien épargné. Les barres de fer sont forgées, elles ont été essayées. On a payé cela très cher. Et il y avait une paille dans ce barreau-là. » Le procureur général, revenu chez lui, disait à Massol qu'il trouva l'attendant dans l'antichambre du parquet. « Monsieur, mettez ce que je vais vous dicter dans le numéro de demain de votre gazette. À l'endroit où vous donnez les nouvelles judiciaires, vous ferez la tête de l'article.
et il dicta ceci. On a reconnu que la demoiselle Esther s'est donné volontairement la mort. L'alibi bien constaté de M. Lucien de Rubempré, son innocence, ont d'autant plus fait déplorer son arrestation qu'au moment où le juge d'instruction donnait l'ordre de l'élargir, ce jeune homme est mort subitement. « Votre avenir, monsieur, dit le magistrat à Massol, dépend de votre discrétion sur le petit service que je vous demande, ajouta M. de Granville. Puisque monsieur le procureur général me fait l'honneur d'avoir confiance en moi, je prendrai la liberté, répondit Massol, de lui présenter une observation. Cette note inspirera des commentaires injurieux sur la justice. La justice est assez forte pour les supporter, répliqua le magistrat. Permettez, monsieur le comte, on peut avec 2 phrases éviter ce malheur. Et l'avocat écrivit ceci. Les formes de la justice sont tout à fait étrangères à ce funeste événement. L'autopsie, à laquelle on a procédé sur le champ, a démontré que cette mort était due à la rupture d'un anévrisme, à son dernier période. Si M. Lucien de Rubempré avait été affecté de son arrestation, sa mort aurait eu lieu beaucoup plus tôt. Or, nous croyons pouvoir affirmer que, loin d'être affligé de son arrestation, il en riait et disait à ceux qui l'accompagnèrent de Fontainebleau à Paris qu'aussitôt arrivé devant le magistrat, son innocence serait reconnue. « N'est-ce pas sauver tout ?» demanda l'avocat journaliste. « Merci, monsieur, » répondit le procureur général. Ainsi, comme on le voit, les plus grands événements de la vie sont traduits par de petits faits paris, plus ou moins vrais. Paris, mars 1846. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Si vous souhaitez connaître la suite, rendez-vous pour le prochain tome, la dernière incarnation de Vautrin. À bientôt!